Salut. Oui, non, rien à voir avec une vidéo, avec le format habituel de je présente une œuvre. Ça fait longtemps que je veux parler de jeux de rôle sur cette chaîne, parce que c'est un truc que je fais énormément, hein. Vous pourrez voir derrière moi, voilà, ma collection de jeux de rôle. Voilà, jeux de rôle, c'est quelque chose que je fais quand je peux, donc quasiment toutes les semaines. Ça fait un moment que je voulais en parler, que je ne savais pas trop sous quel format en parler, et je suis récemment retombé plutôt, sur de vieilles vidéos du Scénarurgien, qui si vous suivez le Scénarurgien, j'ai déjà 3 anecdotes à moi qui sont passées dans ces vidéos. Donc bien sûr avec mes anciens pseudonymes ou avec mon vrai nom, donc le technicien pour l'ancien pseudonyme et Nathan pour le vrai nom, je vous laisserai les chercher et je traîne souvent dans sa section commentaires. Mais du coup, il y a pas longtemps, ben, littéralement hier, je suis retombé sur ces vieilles vidéos où il parle, où il invite des gens pour leur poser des questions sur le jeu de rôle et je me suis dit: «Ben, tiens, ces questions sont intéressantes et vas-y, je vais y répondre en vidéo». Donc voilà, donc je vais juste piquer allègrement, les questions que le scénargien avait posées à ses invités pour répondre de mon côté et en profiter du coup, à la fois pour partager des anecdotes de jeux de rôle et aussi pour présenter des jeux que j'aime bien. Donc on commence avec la première question, le jeu de rôle qui vous a offert votre meilleur souvenir de jeu? Donc pour ma part, mon meilleur souvenir en jeu de rôle, c'était avec, les Chroniques oubliées Fantasy, donc petit jeu français, assez proche de D&D, mais avec un système beaucoup plus simple. Je n'ai jamais masterisé, mais des retours que j'ai de maîtres de jeu qui ont masterisé, c'est très facile. En tant que joueur, en tout cas, c'est très simple aussi. Où je joue une elfe noire nommée Lyraël, qui, du coup, elfe noire, alors j'ai repris tout ce qui était un peu le background elfe noir, domination des femmes, esclavagisme, etc. Mais je me suis dit, ça serait sympa de faire un personnage qui justement sort de ce carcan et qui décide de partir à l'aventure pour de nobles causes. Donc du coup, je joue mon elfe noir, qui en fait, fait partie d'une maison noble qui utilise l'esclavagisme, notamment des races, notamment des humains, et mon personnage, dans son lore, avait ce truc de: «Ah tiens, quand il y avait un prisonnier, futur esclave qui était, enlevé, hop, elle prenait les bouquins, qu'il y avait dans ses affaires et elle les lisait». C'est comme ça qu'elle a découvert plein de romans, d'aventures, qui sont j'invente au fur et à mesure, mais qui sont tout le temps des parodies de trucs qui existent vraiment, genre, le monde des créateurs de guerre, hein, World of Warcraft, ou, la légende, des 3 combattants à la cape et à l'épée, donc les 3 mousquetaires. Voilà, des titres que j'invente au fur et à mesure, pour des situations particulières. Du coup, mon personnage est dans cette idée-là de devenir une héroïne de roman de cap et d'épée et d'aller sauver la veuve et l'orphelin. Le problème, c'est qu'elle reste une esclavagiste, donc elle reste avec ses vieux réflexes. Par exemple, les humains, bah, pour elle, c'est des esclaves, donc bah, elle est capable de sauver une charrette de personnes et dire: «Je suis content de vous avoir sauvé, esclaves». Voilà, et un moment arrive où on doit s'infiltrer dans un, manoir pour aller voler un objet. Un objet très important pour notre quête, pour sauver le monde. Donc bien sûr, sauver le monde, c'est très facile pour mon personnage de l'embarquer dans l'histoire. Hem et sauf que donc on est dans une soirée, assez mondaine et je suis bon, Lyraël est l'unique personnage qui, connaît les codes, de la haute société et du coup, le personnage qui est le plus à même de réussir à négocier, avec, le comte, je crois que c'était un comte, du palais, pour voir sa collection d'œuvres d'art et récupérer l'objet que l'on convoite. Les autres personnages étant un peu trop bourrins, on n'a pas de voleur, donc pas de personnage vraiment subtil pour réussir à rentrer, crocheter les portes. Donc j'ai été le personnage le plus fin du groupe. Donc il y a ce moment où tu dois commencer à faire des négociations avec le comte, où tu as tous les joueurs qui sont en train de se tenir à la table de stress, parce qu'à n'importe quel moment, l'Iraël peut avoir la langue qui fourche et dire le mot esclave au lieu de dire sa seigneurie le comte, etc. Donc tous les joueurs qui se tiennent à la table de peur que l'Iraël déraille au pire moment, parce que s'il y a un moment où l'Iraël doit pas dérailler, c'est ce moment-là. Moi qui le sais, qui joue avec pour vraiment les faire flipper jusqu'au dernier moment, tout en faisant une espèce de débat avec le maître de jeu, hem, où, du coup, lui, il incarnait son personnage de comte qui ne veut surtout pas montrer sa collection et moi qui suis en mode le brosser dans le sens du poil, à lui dire: «Oui, mais vous savez, une collection d'œuvres d'art, si personne ne la voit, elle n'a aucun intérêt. L'art,
il faut être prêt à partager. Et d'ailleurs, dans votre galerie, il y a un tableau à votre gloire. Mais c'est dommage de cacher votre gloire au reste du monde. Votre gloire doit resplendir. Il faut créer que tout le monde puisse admirer votre gloire, votre autre haute gloire. Et du coup, petit à petit, il y a un dialogue qui s'est mis entre moi et le maître de jeu qui essaie comme de me faire lancer des dés pour voir si j'étais convaincant, et oui, j'étais convaincant, mais sauf qu'en fait, je l'ai littéralement bloqué niveau argumentation, au un moment où c'était même plus le personnage qui savait pas répondre, c'est le MJ qui m'a regardé, qui a fait «Connard, j'ai plus rien à répondre», parce qu'en fait, j'ai réussi à faire un argument pour le forcer à aller dans mon sens, sans le savoir, et au dernier moment, le faire «Eh, bah, là, tu valides ce que je dis depuis le début?» Et j'ai un de mes joueurs qui me regardait, qui a un grand sourire, qui me voyait en train de manipuler le MJ pour faire aller son personnage dans mon sens. Moi qui étais en train de boucler la boucle, le MJ qui s'en rendait pas compte, et moi il s'en rendu compte, je fais connard. Voilà, petit. C'est des moments, avoir des petites techniques de manipulation, ça peut servir en jeu de rôle. Bah, c'était à ce moment-là, donc un très bon moment où à la fois le MJ était c'est subjugué par le côté putain merde, ce bâtard il m'a eu, je peux plus rien faire, je suis obligé d'accéder à sa requête, et les autres joueurs qui étaient en train de se tenir de toute leur force à la table en espérant que je déraille pas. Seconde question. Le jeu de rôle qui vous a le plus déçu? Alors moi, le jeu de rôle qui m'a le plus déçu, je vais aller le chercher. Pour ma part, le jeu de rôle qui m'a le plus déçu, c'est Dune Aventure dans l'Imperium. Donc, il est sorti peu de temps après la sortie du premier film Dune, donc du remake, hein, du coup, parce qu'il y a déjà eu une réadaptation, il y a déjà eu une adaptation Dune avant, donc les adaptations récentes. Donc il est sorti à ce moment-là. Donc moi j'étais dans le film, en même temps je me suis dit, c'est les romans, ça fait longtemps que je voulais les lire, j'en ai profité pour les lire, et je suis rentré à fond dans les romans, j'ai voulu faire le jeu de rôle, et le jeu de rôle n'est pas mauvais. Le jeu de rôle n'est vraiment pas mauvais, c'est un système, c'est ce qu'appelle le système 2D20, donc de Arkham Asylum, qui est un système qui marche bien, que j'ai déjà vu dans Dishonored, dans Fallout. C'est un système qui marche bien, et ils essayent tout le temps, quand ils font ce système, de l'adapter à l'univers. Donc dans Fallout, c'est très simple, comme c'est un univers de post-apo assez classique, style open world, c'est plutôt simple à adapter. Dans Dishonored, ils ont mis un système de chaos qui fonctionne très bien avec le jeu, et dans Dune, ils ont mis tout le système politique. Et c'est ça pour moi le truc compliqué. Donc beaucoup de gens se disent, Dune, il n'y a pas grand chose parce que Arrakis c'est juste un désert. Il n'y a pas qu'Arrakis dans l'univers de Dune, il n'y a pas qu'Arrakis, il y a d'autres planètes, c'est du space opéra. Oui, les bouquins et les films se passent sur Arrakis, mais il n'y a pas que Arrakis. Et ça c'est très bien, un truc très très bien du jeu, c'est qu'on te présente les différents mondes. Pour ceux qui n'ont pas lu les romans ou qui n'ont pas la foi d'attendre que tous les films soient sortis, t'as tout un résumé de l'univers de Dune avec tout ce qui se passe dans les romans, parce que les romans se passent sur plusieurs générations. C'est très très bien. En fait, ils se sont pour moi pris les pieds dans le tapis. À vouloir adapter l'univers de Dune, il y a des codes à respecter, notamment le fait que c'est très compliqué de faire un jeu avec un groupe où, par exemple, il y a un assassin et un politicien. Parce que qu'est-ce que ferait le politicien avec l'assassin en permanence? Ça serait grillé. Donc en fait, il y a un système où tu peux jouer plusieurs personnages, par exemple jouer un politicien et à côté jouer un assassin. Du coup, tu as les phases où tu vas négocier avec le politicien, qui est ton personnage principal, et les phases un peu plus action-infiltration, par exemple, où tu vas jouer ton assassin. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, il faut avoir des joueurs qui accèdent à plusieurs personnages. Mais pourquoi pas? Il y a tout un système de gestion des batailles à l'échelle spatiale, à l'échelle d'escadrons, etc. Et c'est là que pour moi le système coince. Notamment avec les boucliers. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas l'univers de Dune, dans l'univers de Dune, il y a des boucliers qui sont des boucliers cinétiques. Je ne sais plus le nom exactement, mais en gros, c'est des boucliers qui arrêtent les mouvements rapides. Tu les tires dessus avec une balle, la balle va s'arrêter, comme ça. Du bouclier. Par contre, si tu prends un couteau et que tu rentres tout doucement le couteau à travers le bouclier, ça va passer. Ce qui fait que dans l'univers de Dune, quand tu combats quelqu'un qui a un bouclier comme ça, bon, soit tu tires un gros coup de laser dans sa gueule et c'est réglé, désolé, mes lunettes ont tapé sur le micro, mais là, ça se retourne souvent contre toi quand tu tires un gros coup de laser sur un mec, ou alors tu te bats au couteau, et dans ce cas-là, en fait, il y a des techniques où tu vas rapidement accélérer pour atteindre le bouclier, et au moment où tu arrives sur le bouclier, tu vas ralentir tes mouvements pour choper le mec, passer le bouclier, parce que si tu vas trop vite, le bouclier va te stopper. Et le jeu essaie de le simuler avec un système de déplacement d'atouts. Donc ce système est partout dans les combats, que ce soit spatial, que ce soit en escadron, mais
et c'est un système où en fait tu vas déplacer un élément du jeu de façon discrète ou avec audace. Donc en fait tu vas faire une feinte pour qu'il pense devoir prendre pareil à un endroit et hop tu passes de l'autre côté. Et autant je trouve que le système est assez facile à comprendre quand tu commences à arriver sur un système de bataille spatiale, d'escadron, etc. Autant quand tu arrives sur le système à 1 contre 1 où tu es avec ton couteau et ton bouclier, là tu te retrouves un système où tu dois gérer plusieurs angles d'attaque, etc. Avec une véritable usine à gaz, difficile à comprendre. Voilà, moi c'est le jeu c'est une bonne idée. C'est une bonne idée d'avoir essayé de mettre ce système-là, mais dans les faits, je trouve que ça marche pas. Voilà. Il fallait faire un truc pour simuler ce système de bouclier. Pour moi, c'est pas forcément le bon qu'ils ont choisi. Seconde question, le jeu de rôle qui a été une bonne surprise. Alors, je vais le chercher. J'ai sorti 2 bouquins parce que le jeu de rôle qui pour moi était une bonne surprise est lié à un autre jeu de rôle. Donc il faut savoir que j'adore l'univers de Dishonored, je suis extrêmement fan de Dishonored. Il y a un jeu de rôle officiel Dishonored, mais à l'époque, je voulais un jeu de rôle du coup, mais celui-ci n'existait pas. Donc j'avais commencé à créer mon propre jeu de rôle dans l'univers de Dishonored, et avant de le lancer, j'ai commencé à regarder sur les forums s'il n'y avait pas déjà un fan qui avait fait ce jeu de rôle-là. Et on me dit que non, et que de toute façon, ça servait à rien de faire un jeu de rôle Dishonored, parce qu'il existe déjà, et il s'appelle Blade in the Dark. C'est comme ça que j'ai découvert Blade in the Dark, et désolé, ma chaise grince un peu. Et Blade in the Dark dit lui-même, les créateurs de Blade in the Dark disent eux-mêmes dans l'introduction que Dishonored fait partie de leurs inspirations. Et ça se ressent. Déjà, le fait que la ville où se passe Blade in the Dark s'appelle Duskwall, là où Dishonored se passe dans la ville de Dunwall. Voilà. Et du coup, Dishonored, c'est un système, un jeu où tu joues des criminels dans une ville style victorien, assez malfamée. J'expliquerai plus tard pourquoi j'adore Blade in the Dark, parce qu'il va revenir dans la vidéo, je vous le jure. Voilà, mais ça a été une très bonne surprise. Le jeu de rôle Dishonored est très très cool, hein, même système que Dune, mais en mieux fait, et mieux expliqué, et sans le côté déplacement d'atouts. Mais j'avoue que moi et mes joueurs, même si je préfère l'univers Dishonored, moi et mes joueurs, on préfère quand même jouer à Blade in the Dark, parce que Blade in the Dark, c'est une pépite absolue. Le jeu de rôle qui est surcoté. Je vais me faire des ennemis, je vais le chercher. Alors, le jeu de rôle qui pour moi est surcoté, Donjons et Dragons. Alors, c'est très bien, Donjons et Dragons. C'est très très bien. C'est pas ce que je recherche. Donjons et Dragons, j'ai plusieurs problèmes avec lui, et le problème, c'est un système de game design, entre guillemets. C'est-à-dire que Donjons et Dragons est un jeu à classe. Et souvent, on me vend Donjons et Dragons comme le jeu où tu peux faire ce que tu veux. Non, t'as des classes à respecter. Alors, tu peux faire des croisements de classes, etc. Oui, tu peux faire plein de choses avec Donjons et Dragons. C'est une excellente boîte à idées, j'avoue. C'est une excellente boîte à idées, surtout quand tu commences à avoir les bouquins genre Monsters of the Multiverse, etc. Mais pour moi, Dishonored a un problème sur la création de personnages, c'est que t'as des classes et tu commences avec tes classes que tu vas développer. Et je trouve que niveau imagination, ça la bride. Ce qui est assez con parce que le bestiaire, lui, te pousse à l'imagination, t'as plein de trucs, et je trouve que la création de personnages te bride plutôt l'imagination, où des fois, tu verrais un élément qui marchait bien avec ton personnage, tu fais «Ah mais c'est pas dans la bonne classe. Ah bah je vais me multiclasser, comme ça je l'aurais fait. Ah oui mais cet élément-là, tu l'obtiens qu'à partir du niveau 5. Donc ça veut dire que je dois me multiclasser jusqu'au niveau 5 dans ce personnage-là pour avoir seulement cette compétence-là qui m'intéresse pour mon personnage guerrier. Voilà, je suis pas... je suis un peu dubitatif. C'est un jeu de rôle qui est très bien pour les gens qui aiment le tabletop. J'adore le tabletop, mais en jeu de rôle, je préfère le roleplay que le tabletop. Et ouais, le jeu ne prévoit, hein, justement, ils en parlent du côté roleplay, mais le jeu, c'est vraiment un jeu de figurines tabletop. Euh, c'est pas mauvais. Mais le truc pour lequel je dis que pour moi, c'est un jeu de rôle sur leur côté, c'est que j'en ai ras le cul. Voilà. C'est en fait, je suis MJ, je suis plus MJ que joueur. Et quand je crée une nouvelle table, et que j'essaye un peu de proposer des jeux, etc., qui pourraient intéresser ma table, en essayant d'insinuer que ouais, ce jeu-là, j'aimerais bien le masteriser, il est bien, et j'essaie de le vendre. Et systématiquement, les gens, ils veulent faire Donjons Dragon. Voilà. Je peux avancer tous les arguments possibles. Les gens, quand ils ne connaissent pas le jeu de rôle, ou quand ils connaissent, ils veulent faire Donjons et Dragons, sauf que bah, moi, j'en ai ras le cul de Donjons et Dragons. C'est un jeu, je l'aime bien quand même, mais ça fait 2-3 ans que je masterise quasiment
que du Donjons et Dragons. Parce que mes joueurs veulent faire du Donjons et Dragons et que moi j'ai envie de faire autre chose. Voilà, donc très bon jeu, hein, sinon ce serait pas le leader du marché. Mais voilà, il y a d'autres jeux que Donjons et Dragons, s'il vous plaît, les gens, ne faites pas que Donjons et Dragons. Pensez à vos maîtres de jeu qui en ont un peu marre de ne faire que du Donjons et Dragons. Il y en a qui aiment ça, pas tous. Et à l'opposé, nous avons cette fois le JDR sous-côté. Alors, on retourne voir là-bas. Le JDR sous-côté, c'est pour moi Star Wars aux confins de l'Empire. Alors toute la gamme Star Wars en général, moi je dis aux confins de l'Empire, mais il y en a d'autres, je crois que c'est Force et Destinée, et le dernier, Ère de la Rébellion. Alors, comment ça Star Wars sous-côté? Oui et non. En fait, Star Wars, bon, ça reste Star Wars, c'est populaire, etc. Mais le jeu te met plusieurs gros freins, ce qui fait qu'en fait, je vois pas beaucoup de gens jouer à Star Wars. Je la vois quand même comme jeu, mais je vois pas beaucoup de gens jouer à Star Wars à cause de plusieurs freins. Le premier, c'est les dés. Je vais les chercher aussi. Vous allez voir, c'est pépite les dés. Donc, le premier problème, c'est les dés. Donc, généralement, quand on fait du jeu de rôle, on joue avec ce genre de dés. Voilà, là c'est un dé, un D20, là c'est un D8. Voilà. Sauf que Star Wars, Assaut sur l'Empire, s'est dit, bah nous, on va faire un truc plus fun, on va faire des dés avec des symboles. Voilà, on a des dés avec des symboles. Ce qui fait qu'on ne peut pas jouer à Assaut sur l'Empire avec des dés classiques. En fait, si, on peut. Il y a un petit tableau qui permet de convertir les dés classiques en CD avec des symboles, mais le problème de ce petit tableau, c'est que tu dois jouer beaucoup de dés d'un coup, et du coup reporter chacun des dés sur le petit tableau pour faire tes jets, ce qui fait que un GD c'est monumentalement long. Voilà, et qu'en plus, ces sets de dés qui coûtent assez cher quand même, un seul set, c'est pas assez pour jouer. En tout cas, certains personnages, un seul set, c'est pas assez pour jouer. Bon, faut lancer plusieurs fois les dés. Alors que ça coûte déjà un investissement. Donc, tu peux pas avoir des joueurs qui vont se ramener avec ton set de dés. Tu es obligé d'avoir tes dés à toi que tu vas prêter en tant que maître de jeu. Ou alors, il y a une application qui est payante. Voilà. Sur téléphone, donc généralement les gens ils préfèrent lancer le dé, mais sinon l'application payante. Heureusement, maintenant, il y a une alternative. Renseignez-vous sur le JDR Genesis. Je vais le ramener aussi. Donc, il y a une alternative gratuite qui est avec le jeu de rôle Genesis, qui est le même système que Star Wars. D'ailleurs, en fait, le système a été créé pour Star Wars et il a été ensuite exporté avec Genesis, qui est juste le système, sans univers en particulier, qui du coup utilise les mêmes dés, mais pas avec les mêmes symboles, parce que ça, c'est les symboles spécifiques à Star Wars et dans Genesis, c'est pas exactement les mêmes symboles, mais il y a les mêmes équivalents sur les mêmes faces. Donc en fait, tu peux jouer avec les mêmes dés, il n'y a pas de problème, parce que c'est le même système, exactement le même système. Et avec Genesis, il y a une application qui est cette fois gratuite. Donc voilà, donc, si... si vous voulez jouer à Star Wars, prenez l'application de Genesis. Mais pour revenir, parce que là je dis que c'est un JDR sous-côté, et j'en dis que du mal. En fait, Aux confins de l'Empire, c'est un gros pavé assez épais, et qui est super mal expliqué. En fait, le problème, c'est par exemple, j'ai un pote qui a voulu masteriser sur Aux confins de l'Empire et qui a abandonné au bout du deuxième scénar parce que le système est trop compliqué, alors qu'il est super simple. Mais en fait, c'est le livre qui rend le jeu compliqué. En fait, Assaut sur l'Empire fonctionne sur un système de succès, d'échecs et d'avantages de désavantages. Après, il y a les avantages critiques, désavantages critiques, mais globalement, il y a 4 notions à prendre en compte. Et en fait, tu vas lancer, quand tu vas faire ton jet, tu vas lancer tes jets pour tes compétences, et ton maître de jeu va te donner des jets de malus, qui vont du coup venir opposer à tes jets de compétences à toi. Et sur les dés, il y a des symboles succès, des symboles échecs, des symboles avantages et des symboles désavantages. Les échecs et les succès s'annulent entre eux, les avantages et les désavantages s'annulent entre eux. Et le jeu te fait tout un tableau pour t'expliquer dans quelle situation, avec autant de points d'avantage, qu'est-ce qui se passe, etc. Notamment en pilotage, ce qui te fait un système super lourd, avec plein d'explications, plein d'exceptions aux règles, etc. Et en vérité, c'est super simple. Le système Genesis, donc le système de Star Wars, est ultra simple. Tu regardes juste si tu as plus de succès que d'échecs, et à quel point tu en as plus, pareil pour les avantages et les avantages, et derrière, narrativement, tu racontes comment ça se passe. Par exemple, tu as je crois que c'est les ATST, les bipèdes, j'en ai un là-bas, là j'ai un peu la flemme de le chercher. Par exemple, tu tires au bazooka sur un ATST, tu as fait un succès avec des avantages, tu as touché l'ATST, tu l'as détruit, tu l'as fait s'écrouler sur la maison des gens que tu protégeais. T'as réussi,
permission, c'était toucher la TST. Par contre, tu fait des dommages collatéraux assez importants. Mais par contre, derrière, tu peux avoir des trucs genre, tu tires sur la TST, t'as échoué, t'as pas touché la TST. Mais par contre, t'as un avantage. Et en fait, l'avantage, c'est que t'as pas touché la TST, mais t'as touché l'arbre qui est derrière la TST. L'arbre qui va tomber sur la TST. Et du coup, te donner un avantage pour la suite. Et c'est pour ça que je trouve que ce jeu est sous-coté, parce que beaucoup de gens n'y jouent pas, parce que le système est compliqué sa mère, mais il est compliqué sa mère parce que le système est mal expliqué. En vérité, bien expliqué, et sans prendre tous ces myriades de tableaux de merde, le système est super simple, il est super narratif, il est super kiffant à jouer. C'est juste que, je sais pas, le jeu il s'est dit, non, il faut qu'on soit bien, qu'on attire les bons gros nerds de tabletop, et ben on va faire un truc pour attirer les bons gros nerds de tabletop alors que le jeu est narratif. Voilà, c'est pour ça que, voilà, sous-coté pour moi, alors qu'il est très très bien, il est excellent, juste mal expliqué. Faut s'accrocher, faut passer les explications très compliquées, faut pas se prendre la tête, parce que tu peux trouver sur internet des aides de jeu où tu te retrouves avec 15 pages d'aides de jeu, alors qu'en vérité, quand t'as compris la philosophie du système, 3 lignes. Vraiment, le système se résume en 3 lignes quand t'as compris la philosophie du système. Bon, après, il y a le fonctionnement des boucliers, des dégâts des armes, etc. Mais quand t'as compris le fonctionnement des jets de dés, 3 lignes. Le jeu de rôle qui a le pire système. J'en ai 2 dans le même univers et que j'ai pas en physique parce que ce ne sont pas des jeux de rôle officiels, ce sont des fanmade. En gros, tous les JDR dans l'univers de The Elder Scrolls. J'adore l'univers de The Elder Scrolls, c'est un univers de jeux vidéo préféré, mais il n'y a pas de jeu de rôle officiel, The Elder Scrolls, ce qui est un peu dommage parce qu'à la base, quand vous connaissez l'histoire de la création de la saga The Elder Scrolls, c'est des mecs qui faisaient une partie de jeu de rôle et qui ont converti leur univers en jeu vidéo. Mais il n'y a pas de jeu de rôle officiel The Elder Scrolls. Par contre, il y a 2 jeux de rôle faits par des fans. Et pour moi, les 2 ont des défauts. Donc, le premier, qui est le plus connu, donc, surtout en anglais, et qui a énormément de matériel, c'est un jeu de rôle qui reprend le système de Donjons et Dragons. Et c'est ça qui me pose problème. Parce que The Elder Scrolls, ça a toujours été une saga de jeux où tu ne prends pas vraiment ta classe, et ensuite tu vas te surspécialiser dans ta classe. Souvent, c'est les jeux de rôle qui te laissent un peu faire ce que tu veux. Si tu veux jouer un épéiste qui balance des boules de feu, tu peux jouer un épéiste qui balance des boules de feu assez facilement. Et si tu veux devenir meilleur dans le maniement des boules de feu, eh ben, il faut lancer des boules de feu. Voilà. C'est pas The Elder Scrolls, c'est pas des jeux où tu gagnes un niveau et après ton niveau tu répartis un peu ce que tu veux. Si tu n'as pas expérimenté, tu ne peux pas améliorer quelque chose que tu n'as pas expérimenté. Voilà. Si tu veux devenir meilleur au maniement des épées à deux mains, que tu gagnes un point de niveau en balançant des boules de feu, ben ton expérience, tu pourras difficilement la mettre dans le maniement des épées à deux mains parce que bah, tu manies jamais tes épées à deux mains. Donc comment tu peux gagner de l'expérience si tu ne pratiques pas? C'est une philosophie que j'adore. Et le problème d'un des jeux The Elder Scrolls, c'est qu'ils ont pris le système de Donjons et Dragons qui est un système où tu gagnes des niveaux, tu débloques des compétences, et il n'y a pas ce côté, plus tu fais, plus tu deviens meilleur, ce qui te force des fois à vouloir recréer un peu ta classe, mais par exemple en décidant de lancer des boules de feu alors que de base t'es un manieur d'épée à deux mains, et progressivement devenir plus fort, maniement tes boules de feu, ben non, là t'as le système Donjon Dragon, bah tu prends le guerrier et après tu multiclasses match quoi. C'est Je suis pas fan, je trouve que c'est ne pas comprendre la philosophie de The Elder Scrolls, que juste adapter le système de Donjons et Dragons. Après, derrière le jeu, mais il y a plein de trucs, genre, ils t'ont mis le bestiaire de The Elder Scrolls Online, le bestiaire de Morrowind, le bestiaire de Skyrim, ils t'ont même mis des boss genre Alduin, tu peux combattre Miracle, c'est trop bien. Au niveau du bestiaire, c'est super bien. Mais système Donjons et Dragons, pour moi, ça n'a pas sa place. Ça ne fonctionne pas avec The Elder Scrolls. Et le deuxième système, qui lui par contre a parfaitement compris la logique de Elder Scrolls, alors parfaitement, je mettrai des réserves, parce que tu as quand même un système de, tu gagnes des niveaux et tu répartis un peu où ce que tu veux, mais par contre il faut avoir plus de points dans telle compétence pour débloquer des talents. On n'est pas encore exactement dans ce que j'attends dans un système des Elder Scrolls, RuneQuest est plus proche de ça, mais on est déjà mieux. Mais par contre, ce jeu de rôle-là, il prend en compte que Skyrim. Alors sur la création de personnage, c'est pas un problème, parce que c'est un peu commun à tous les Elder Scrolls, ça a une création de personnage, à peu près. Mais par contre, quand tu prends ce bestiaire, ce ne sont que des mobs de Skyrim. Et c'est un peu dommage parce que The Elder Scrolls, c'est pas juste Skyrim. Et je trouve que Skyrim, niveau bestiaire, c'est pas le plus intéressant. Aller à Morrowind. Morrowind est super intéressant niveau bestiaire. Skyrim, on s'emmerde un peu au niveau bestiaire. Il est bien le bestiaire de Skyrim, je dis pas le contraire, mais
Il y a plus riche dans l'univers de The Elder Scrolls que juste le bestiaire de Skyrim. C'est pour ça que voilà, pour moi, les 2 pires systèmes, surtout le premier parce qu'il reprend le jeu de D&D. En fait, pour moi, le pire système, c'est un jeu qui ne comprend pas ce qu'il adapte, qui se contente juste de dire: «Je vais prendre D&D et l'adapter, et faire, mon idée, mais sous version de D&D», ce qui fait que tu te retrouves des fois avec des jeux qui ont des systèmes de D&D, mais qui n'ont rien à voir avec l'univers et ça marche pas. Voilà, donc pour moi, c'est un pire système, c'est un système qui ne s'adapte pas, qui ne comprend pas son univers. Ensuite, le jeu de rôle qui a le meilleur système. Alors, je peux pas le montrer physiquement parce qu'il n'est pas encore édité physiquement. Pour l'instant, il est disponible qu'en PDF. Parce que c'est je vais dire Kickstarter. C'est un Game on Tabletop. C'est un Kickstarter sur financement participatif sur Game on Tabletop. Il va sortir officiellement, mais là, il est encore en fin de traduction. Mais on a déjà les premiers livres en PDF. C'est le Disque Monde. Donc le Disque Monde, donc adapté des œuvres de Terry Pratchett, qui a un système juste pour moi génial. Où en fait, t'as besoin de rien. C'est juste, le MJ lancera toujours un D8. Les personnages ont leur description de personnage, mais il n'y a pas de stats, c'est juste des traits de personnalité, des traits négatifs, des traits positifs, et ils expliquent par rapport à leurs traits comment ils vont faire telle ou telle action. Le MJ dit s'il est convaincu ou pas par l'explication du joueur par rapport à sa fiche de personnage, et lui demande de lancer au choix un D4, un D6, un D10 ou un D12, un D8 ou un D... Non, un D10 ou un D12, c'est que le D8, c'est que pour le MJ. Donc un D10 ou un D12, selon si le MJ a été convaincu ou pas par l'explication, si c'est cohérent. Et le joueur lancera toujours son GD en opposition avec le MJ, qui lui, du coup, lancera toujours le même D8. Voilà, le système est super simple, très très drôle, facile à prendre en main. Pour moi, c'est le meilleur système. C'est clairement le meilleur système. Vraiment, on se prend pas la tête. Alors après, si vous aimez les combats, vous aimez le tabletop, c'est pas le jeu pour vous. Parce que le jeu le livre des règles dit lui-même, c'est pas un jeu de combat. C'est plus un jeu d'humour, de social, c'est pas du tout un jeu de combat. Les combats sont très vite réglés par un ou deux lancers de dés avec du narratif, mais oh putain, le système, il est génial. Je n'ai que des bonnes parties sur ce jeu-là. Presque que des bonnes parties. Le système est génial. Le jeu de rôle qui mériterait d'exister. Alors, je vais sortir mes Lego. Le jeu de rôle qui mériterait d'exister, Horizon. J'adore l'univers d'Horizon. Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West, etc. J'adore cet univers. Je kifferais l'avoir en jeu de rôle. Déjà, il y a tout un système d'armes, etc., de ressources à gérer qui peut être sympa. Bien fait, ça peut être sympa. Tout un système en plus, selon l'endroit où tu peux viser le mob, donc avoir par exemple des pourcentages de toucher un mob à tel endroit, ça lui fait plus de dégâts avec un certain type de dégâts. Par exemple, le toucher sur son réacteur à la con, là. Voilà, c'est le Horizon, l'univers d'Horizon Zero Dawn. Je kifferais le voir en jeu de rôle. Il y a déjà un jeu de plateau, malheureusement qui est uniquement sur Kickstarter, donc l'avoir c'est compliqué. Mais le jeu de rôle, je veux un jeu de rôle Horizon Zero Dawn. Je veux. Ah, le jeu de rôle qui m'a fait découvrir le JDR, Brain Soda. J'aime pas Brain Soda. En gros, j'étais comme beaucoup à l'époque, j'avais des clichés sur les rôlistes, et j'avais des potes qui faisaient du jeu de rôle et qui voulaient à tout prix m'initier au jeu de rôle, sauf que moi, vraiment, les clichés des mecs chelous dans leur cave, j'avais pas envie de faire du jeu de rôle. Putain, la débauche. La débauche que j'ai subie. Et un jour, mes potes m'ont tellement cassé les couilles, des fois casser les couilles des gens, ça peut servir, et j'ai fini par accepter, et on m'a initié à Brain Soda. Donc Brain Soda, c'est un univers un peu série B, série Z, j'y connais rien là-dessus. Je crois que c'est série Z. En gros, série d'horreur à la con, avec des scénarios un peu merdiques, où tu joues des adolescents dans des contextes de post-apo, de zombies, de slasher, voilà, mais c'est un jeu qui se prend pas au sérieux. C'est un jeu très popcorn. Et on m'a fait découvrir du coup le jeu de rôle via Brain Soda. Alors le truc, c'est que moi, c'est un pote qui adore ces univers-là, un peu popcorn. Moi, c'est pas mon truc, j'aime pas ça. Du coup, j'aime pas Brain Soda. C'est pas un genre d'univers qui m'attire, mais bon, malgré le fait que j'aimais pas l'univers de Brain Soda,
Ça reste un bon souvenir, j'ai bien rigolé, j'ai passé un bon moment avec mes potes, ça m'a lancé dans le jeu de rôle. Maintenant, on me redemanderait de jouer à du Brain Soda. Si j'ai pas un groupe de potes bien solide avec lequel j'ai une bonne alchimie, je dirais non, parce que Brain Soda, c'est clairement pas un univers qui m'intéresse. Mais voilà, bah, merci quand même Brain Soda, parce que c'est grâce à toi, je joue à plein de jeux de rôle. Voilà, voilà, voilà. Le jeu de rôle qui est le plus beau et le jeu de rôle qui est le plus moche. Alors, on va commencer par le plus beau. Donc le plus beau, pour moi, c'est les Lames du Cardinal. Oui, j'ai le coffret collector. Les Lames du Cardinal, bon déjà parce que, oh putain, la dorure, elle est magnifique. Bon, après, je suis pas très impartial, parce qu'il faut savoir que les Lames du Cardinal, je vais montrer qu'un seul, mais j'ai les deux bouquins. Chez moi, ils sont dédicacés. Voilà, j'ai la version dédicacée par les deux co-auteurs. Donc Camille et... comment il s'appelle déjà? Filippo Oribo. Voilà, moi j'ai les bouquins dédicacés par les deux auteurs, je trouve la couverture magnifique. J'aime beaucoup le fait qu'ils essayent vraiment de mettre dans l'ambiance. Donc déjà, il y a des illustrations qui sont magnifiques. C'est une adaptation de romans. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est les romans de Pierre Pével. Excellent roman. Je vous conseille la trilogie des Lames du Cardinal avec sa suite. La suite écrite par Filippo Oribo, qui est... oh, je l'afficherai à l'écran, j'ai plus le nom de la suite comme ça. J'ai fait une vidéo, voilà, j'ai fait une vidéo sur les Lames du Cardinal. Allez la voir. J'explique mon amour pour les Lames du Cardinal. Et ce que j'aime beaucoup dans ce jeu de rôle-là, c'est que déjà, on t'illustre les personnages du roman, parce que dans les romans, tu vois pas, ils sont juste décrits, là, on te les montre. Donc déjà, tu peux te mettre une meilleure idée de quoi ressemblent les personnages. Et derrière, pour plein de personnages, tu as des portraits, vraiment dans le style, parce que, donc, j'ai oublié de dire le contexte. Donc, l'âme du cardinal, ça se passe au XVIIe siècle, donc époque, tout ce qui est mousquetaire, etc. Sauf qu'en plus, il y a des dragons. Donc ça se passe en France, majoritairement à Paris, Paris, ambiance 17e siècle, avec des dragons. Donc on a vraiment dans le livre des portraits, mais style de l'époque. Dans le jeu de cartes qui est vendu avec, qui permet de définir les personnages, il y a des illustrations, mais genre style estampe. On est vraiment bien mis dans l'ambiance de l'époque, à la fois dans l'ambiance KPP, l'ambiance gros dragon, univers qui croise de la fantaisie, de l'historique. Euh, voilà, on a ce genre d'illustration. C'est pas les illustrations ultra stylées que tu verrais dans Donjons et Dragons, mais ça te met dans l'ambiance, c'est génial. Même les cartes dans le nécessaire, c'est des cartes qui veulent te mettre dans l'ambiance. Bah, rien que la carte du monde, la carte de France, oh, voilà, j'adore, ça te met tout de suite dans l'ambiance. Ah, l'ambiance qui sent un peu le formol, mais l'ambiance. Et à l'opposé, pour moi, le plus moche, Hellboy. J'adore Hellboy, j'adore Mike Mignola. Donc j'adore le style de Mike Mignola, qui est clairement ce style-là. C'est pas les dessins de Mike Mignola qui me dérangent, parce que c'est Mike Mignola, l'illustration elle est magnifique. L'écran du maître de jeu, pareil, il y a une illustration magnifique. Bon, après, c'est une adaptation d'un jeu de rôle, c'est un jeu de rôle adapté d'une bande dessinée. Donc en fait, les illustrations dans le bouquin, bah, ça va juste être les planches de la BD. J'aime bien le style Mike Mignola, mais j'avoue que les jeux de rôle, t'as juste des images, genre Avatar, et encore Avatar, ils ont fait un effort, ou My Little Pony, où t'as juste des screens de la série. Je suis moyen, j'aime pas trop. J'aime pas trop quand c'est juste des screens de l'œuvre que ça adapte. Autant Avatar, ils ont fait un effort, il y a des illustrations uniques, mais il y a beaucoup de screens de la série, et My Little Pony, c'est quasiment que des screens de la série. Et ben Hellboy, c'est que des planches de la BD. Et derrière, c'est pas pour ça que je mets dans le plus moche, derrière, c'est qu'en fait, quasiment tout est écrit en comics sans MS. J'ai pas de problème avec le comics sans MS. Le problème, c'est qu'en fait, distinguer les titres des sous-titres, des sous-sous-titres, c'est très chiant. Parce que c'est le même comics sans MS rouge, avec juste une police différente, sauf que des fois, savoir si là c'est écrit en police 8, là c'est écrit en police 10, et là c'est écrit en police 12, c'est pas forcément évident. Et des fois, tu penses arriver sur un nouveau chapitre, et en fait, non, t'es juste dans le sous-titre du même chapitre. Parce que, bah, oui, mais le chapitre était en police 12, et là, c'est écrit en police 11. Voilà, donc je mettrai le plus moche, parce que, à vouloir faire un style trop comics, ça rend le livre illisible. Faut vraiment s'accrocher pour le lire.
Alors derrière, pour ceux qui s'intéressent, c'est du système 5e édition, donc c'est du D&D adapté à Hellboy. Plutôt bien adapté à Hellboy. Le jeu est sympa, mais non, 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 c'est illégal. Voilà. Juste faire des chapitrages différents avec une différence de taille de police, c'est illégal. Le jeu de rôle que j'aimerais voir adapté en film ou en série. Oh. Septième mer. Comment résumer Septième mer? Vous prenez tous les clichés historiques de périodes les plus belles de chaque pays. Genre Paris-France, par exemple la France, tu prends les clichés sur les mousquetaires. L'Allemagne, tu prends le cliché sur le médiéval allemand. Tu fous tout dans le même univers. Voilà, tu t'emmerdes pas. Comment ça, une épée longue et une rapière, ça n'a quasiment pas existé en même temps? Un petit peu, mais pas beaucoup. Non, là, on s'en bat les couilles. Tu peux avoir un chevalier en armure de plate et grosse épée allemand bien germanique contre un mec avec un fleuret en face, un petit italien avec un fleuret, il n'y a pas de problème. Voilà, en fait, c'est l'univers. C'est un gilet de KPDP qui se sont dit ouais, on va adapter du KPDP. Ouais, mais quelle période de KPDP? Parce que KPDP, c'est mine de rien un style du cinéma et de la fiction assez large. Oui, d'accord. Voilà, donc là c'est le livre de base, derrière je vais pas le ramener non plus, ou peut-être tout à l'heure parce que je vais en reparler de Septième mer. J'ai la version qui est derrière asiatique, donc qui rajoute la Chine, le Japon, la Corée, etc. En bas dans mon salon, je suis en train de lire la version qui rajoute les peuples du monde arabe. C'est... tu peux vraiment avoir un chevalier en armure de plate qui combat un mec qui fait du Shambhala. C'est génial. C'est vraiment le KPDP ultime, on se prend pas la tête, et ça changera aussi des 50 000 adaptations des Trois Mousquetaires. J'adore les Trois Mousquetaires, mais il n'y a pas que les Trois Mousquetaires dans la vie, il n'y a pas que Zorro dans la vie. J'aimerais bien avoir d'autres adaptations de KPDP, et franchement, voir l'univers de Septième mer, ça serait génial, parce que là, on se fait pas chier. On fait juste des combats de KPDP, on mélange du pirate, du mousquetaire, du chevalier, du Shambhala. Tu t'éclates. Voilà, je veux voir une série, un film dans l'univers de Septième mer. Alors, le jeu de rôle qui t'a le plus marqué. Alors, j'en sors deux parce qu'en fait c'est le même jeu, mais à des époques différentes, des versions différentes. Paranoia. Donc là, c'est la version des années 80, 88, qui est la deuxième édition. Et ça, c'est la nouvelle édition qui vient de sortir il n'y a pas très très longtemps. Donc, Paranoia, c'est... Pourquoi c'est le jeu de rôle qui m'a le plus marqué? Je ris énormément en lisant Paranoia. C'est un des jeux de rôle les plus drôles à lire. La seconde édition est un jeu qui te dit clairement que la fiche de perso, on s'en bat les couilles, mais il y en a quand même une avec des règles, etc. Et si tu essayes de jouer avec les règles de Paranoia, c'est juste un enfer. C'est juste un enfer. Tes joueurs, ils n'arriveront jamais à rien parce que statistiquement, Paranoia est fait pour ne pas de tout échouer. Tu peux réussir aucune de tes actions. Clairement, la fiche de perso est là pour te faire comprendre que la fiche de perso, on s'en balance. Et juste là pour te dégoûter. La nouvelle édition a une fiche de perso déjà beaucoup plus jouable. Vraiment beaucoup plus jouable. On passe avec un système D6 où tu as beaucoup plus de chances de réussir. Là, sur le coup, tu peux vraiment jouer avec la fiche de perso. Elle n'est pas là juste pour te dégoûter. Mais du coup, le jeu a un humour. C'est vraiment une parodie de ce qu'on va appeler une utopie fasciste. Donc une dystopie, quoi. C'est une parodie d'utopie fasciste. Où genre, par exemple, la plus grande menace qui puisse exister pour le monde, ce sont les communistes. Voilà, mais ils savent pas ce que c'est un communiste. Ils ont juste entendu parler que les communistes étaient dangereux, donc la pire menace au monde, c'est les communistes. Et les personnes les plus formées à combattre le communisme, c'est la police la police secrète, qui est là pour infiltrer les communistes, et du coup, qui ont appris ce qu'était le vrai communisme, et qui sont devenus, du coup, vraiment communistes. Voilà, c'est pour décrire un peu l'humour du jeu. C'est un humour débile où tes personnages vont mourir en permanence, mais t'as des clones derrière. Et l'univers, le système se veut drôle, mais le lire, c'est drôle, parce qu'il y a des blagues absolument partout, même dans l'explication des règles, il y a des blagues. C'est vraiment un des jeux, souvent les jeux de rôle, on lit en diagonale les chapitres sur les règles, etc., sur vite fait l'univers, mais on lit jamais vraiment tout dans les détails, page par page. Paranoia, c'est un des jeux où je lis tout page par page. Parce que même dans la description d'un PNJ à la con, il y a des blagues. Dans l'explication des règles, il y a des blagues tout le temps. Ce jeu m'a vraiment marqué parce que c'est drôle. Le lire, c'est vraiment drôle. Pour donner une idée du côté drôle, par exemple, dans la deuxième version,
tout le paragraphe dédié au maître de jeu. Et on te dit que les joueurs n'ont pas à lire les règles du maître de jeu. Et il y a un système d'accréditation selon des couleurs qui correspondent aux couleurs de l'arc-en-ciel. Et les informations du maître de jeu sont catégorisées comme des informations couleur ultraviolet. Donc personne, à part une personne avec une accréditation ultraviolet, peut lire les règles du jeu. Et si tu joues et qu'un de tes joueurs, à un moment, te dit « Mais attends, dans les règles, c'est pas comme ça », tu peux le regarder et dire « Comment ça? Vous connaissez les règles? Vous avez accès aux informations ultraviolettes? Vous êtes un traître ?» Voilà, donc même dans la lecture des règles, le jeu genre punit les mecs qui connaissent les règles et qui te met ça avec un humour. Voilà, Paranoia, je conseille du coup la nouvelle édition qui est sortie il y a pas longtemps. Lisez-le au moins pour le lire, pour l'humour, c'est pépite. Le jeu de rôle qui est pour moi le plus innovant. Et ben on va revenir sur un camarade que j'ai déjà présenté vite fait, El Famoso Blade in the Dark. Alors Blade in the Dark, si vous suivez des chaînes, par exemple le scénarien, il en parle souvent de Blade in the Dark. C'est un jeu qui est pour moi très innovant. Souvent, quand on va te parler de Blade in the Dark, on va te parler du système de flashback. En fait, le système de flashback, c'est un jeu. Donc, Blade in the Dark veut te faire entrer directement dans l'action. C'est un jeu de casse. Donc, de casse dans le sens, tu vas faire des opérations, genre assassiner quelqu'un, cambrioler quelqu'un, faire de la contrebande, genre de choses. Mais au lieu de te faire des longues phases de planification, tu vas tout prévoir de A à Z, alors que rien ne va jamais marcher. Hein. Le principe en fiction, c'est qu'on t'explique un plan, c'est que le plan il va pas marcher. Non, là on te balance dans l'action et ton plan tu le fais au fur et à mesure. Mais du coup, il y a des trucs où tu te dis, ouais, mais mon personnage il est dans la négociation. Je peux pas négocier au fur et à mesure. Si, les flashbacks. Par exemple, le garde là, tu penses, tu peux dire, eh ben ce garde là, moi en fait j'ai soudoyé hier. On fait un flashback, on te fait jouer et on voit si t'as vraiment réussi à le soudoyer ou s'il va déclencher l'alerte. Voilà, donc t'as ce système de flashback qui est excellent. Moi, ça a été aussi ma découverte du système D6, que je trouve largement mieux que le système D20. Je préfère le système D6 au système D20. Alors c'est rigolo hein, de balancer un dé à 20 faces, j'adore. Mais voilà, je préfère le système D6, c'est comme ça que fonctionne Alien, Root. Il y a plein de jeux que j'adore qui fonctionnent avec le système D6. Voilà, ça a été ma découverte du système D6. Et aussi le système des cadrans. Voilà, le système des cadrans, qui est en fait un système où quand tu as une menace, au lieu pour la représenter, par exemple, au lieu de faire un jet de discrétion, faire ah bah t'as échoué, tu te fais repérer, fais en fait non, t'as échoué, mais selon ton échec, tu vas remplir plus ou moins de camembert dans un cadran. Et une fois que ton cadran est complètement rempli, là t'es détecté. Et pareil pour tout ce qui est les combats avec des ennemis plutôt compétents, sinon les autres tu les one-shot, ou le social, de réussir à convaincre le personnage. Tu as des systèmes de cadrans que tu vas mettre en place, par exemple, par un personnage que tu vas essayer de négocier, tu peux lui créer deux cadrans. Un cadran de il commence à se ranger de ton côté, et un cadran de il commence à s'agacer. Et le cadran qui est rempli en premier va déterminer comment elle va se finir la scène avec ce personnage-là. J'adore ce système de cadran et je l'utilise très régulièrement en jeu de rôle, notamment Donjons et Dragons, quand mes personnages lancent des négociations. Au lieu de leur dire, bah, tu lances un jet de dés et bah, t'as réussi, c'est bon, le personnage est dans ta poche, t'as échoué, le personnage n'est pas dans ta poche. Donc tout résoudre en un seul jet de dés, ou alors uniquement en roleplay avec des gens qui sont pas forcément très à l'aise sur l'avancement des arguments et du coup qui seraient punitifs. Et ben moi du coup, je leur fais un dialogue, je fais le dialogue avec eux et je leur fais lancer plusieurs fois les jets. Ça, c'est un truc qui est déconseillé en jeu de rôle, mais système des cadrans, c'est pas trop grave. Je leur fais régulièrement jeter les dés, et sur le résultat, je vais remplir des cadrans, qui sont cachés à mon côté. Et ce qui fait qu'on peut vraiment avoir des phases de négociation où, du coup, ils vont vraiment utiliser leurs compétences plusieurs fois dans un tour, et pas juste une seule fois de temps en temps, et ils vont remplir ces fameux cadrans qui vont déterminer la suite de la scène. Donc le système des cadrans, même sur des jeux qui sont pas prévus pour, genre Donjons et Dragons, c'est excellent. Et Blade in the Dark, moi, c'était ma découverte du système de cadran. Je ne me rappelle pas l'avoir découvert dans d'autres systèmes, ce système de cadran. Et vraiment, mais ça a tout changé pour moi au niveau gestion de mes groupes, gestion des phases sociales, des phases d'infiltration. Le système des cadrans, je l'aime. Je vais l'embrasser beaucoup, ce bouquin. Le jeu de rôle qui est facile à sortir dans une soirée. Le disque monde. Voilà, le disque monde. Il n'y a pas de stats. Tu as juste besoin d'un petit set de dés pour tout le monde. Ta fiche de perso, elle fait une demi-feuille à 4. Vraiment, t'as juste 4-5 onglets et tu dis à tes joueurs c'est quoi le trait de personnage le trait qui définit votre personnage, c'est quoi ses défauts,
Et c'est bon, en avant Guingamp, on peut jouer. C'est un jeu qui se veut humoristique, ça peut aller très très vite. Vraiment, il y a besoin de rien. Il n'y a même pas besoin de sortir la fiche officielle avec les lignes et tout. Tu prends juste une feuille de papier à la con, tu prends une serviette et un crayon à papier. C'est un jeu de deck que tu peux mettre dans ton sac, tu te balades avec. Les règles, bon, il y a le PDF. Les règles, elles tiennent sur un post-it. Allez, c'est bon. Disque monde, c'est vraiment... tu veux le sortir pendant une soirée, disque monde. Le jeu qui, pour moi, est trop cher. Alors, je me rappelle dans la vidéo de Scénarogien, quelqu'un qui a dit le jeu de rôle est l'âme du cardinal. Mais l'âme du cardinal, si tu connais l'univers, tu as juste besoin du bouquin de base. Et éventuellement des cartes, parce que c'est un jeu qui joue avec des cartes, mais les cartes, tu peux juste prendre un tarot de Marseille à 2 € Carouf, ça fonctionne. Donc, je suis pas d'accord avec le fait que ça soit les lames du cardinal le jeu le plus cher. Pour moi, ça serait ce truc. Ouais, encore Donjons et Dragons. Un jeu de rôle qui te demande, pour commencer une partie, d'avoir 3 bouquins à quasiment 50 € chacun. Je suis pas convaincu. Voilà. Alors, on pourrait se dire, on peut se passer du guide du maître de jeu, c'est surtout des conseils. Ouais, mais c'est là où, par exemple, tu as tous les équipements. Donc, si tu veux que tes joueurs aient des équipements, bah, si t'as pas, donc ils évoluent, du coup, des trésors, bah, déjà, tu te prives de ça. Le manuel des monstres, à part si tu veux t'amuser à créer tes monstres toi-même ou jouer avec les quelques monstres qu'il y a dans le Player Handbook, bah, le manuel des monstres, t'es obligé de l'avoir. Sinon, bah, sachant que c'est un jeu, Donjons et Dragons, c'est un jeu tabletop, bah, si t'as ton tabletop sans tes ennemis, c'est compliqué. Et donc tu as le Player Handbook. Alors déjà, pour moi, le guide du joueur, ça ne devrait pas être le nom du livre de base, ça devrait être le maître de jeu, le nom du livre de base. Donc le Player Handbook, c'est un peu la base. Mais voilà, le Player Handbook, si tu n'as pas au moins le manuel des monstres pour avoir un bestiaire, parce que le bestiaire du Player Handbook, il n'y a quasiment rien dedans, et le guide du maître de jeu derrière pour pouvoir faire évoluer tes personnages, ben en fait, tu peux pas faire grand-chose juste avec ce bouquin-là. C'est le plus important, je trouve que tu peux pas faire grand-chose. Et derrière, si tu veux avoir les mises à jour, notamment des compétences des personnages, parce que il y a des personnages qui ont été un peu rééquilibrés, bah, il faut Tasha, il faut Xanatar, ce qui rajoute encore 2 bouquins. Voilà, c'est pour moi, Donjons et Dragons, c'est non. Et pourtant, j'en ai plein, des bouquins de Donjons et Dragons, des bouquins de scénar, des bouquins qui rajoutent du lore, j'en ai plein. Mais pour moi, ce système-là, de pour pouvoir jouer, il faut ce pack-là avec les 3 premiers bouquins. Je suis non. Pour moi, un bouquin de jeu de rôle, t'as un bouquin, des extensions qui vont venir après pour ajouter des trucs, mais juste avec le bouquin de base, tu peux déjà faire 50 000 trucs, alors que là, dans Donjons et Dragons, tabletop, sans avoir des monstres, je vois pas l'intérêt. Pour moi, c'est non. Alors, prochaine question. Le jeu de rôle qui a le meilleur lore. J'en ai 2. Alors, je pensais pas en parler, j'avais oublié que je l'avais mis dans la liste. RuneQuest. Donc, RuneQuest, j'adore l'univers, donc on est dans un univers un peu mythologique, où l'univers c'est genre la Terre elle est cubique, avec un trou au milieu dans une sphère qui représente l'océan et le ciel, t'as 50 000 jeux, etc. Il y a plein de races, genre des hommes canards, l'univers est ultra intéressant, il change du medieval fantasy assez classique comme Donjons et Dragons, en ayant un côté plus ère de bronze. L'univers est vraiment très très cool, mais c'est pas celui-là que je mettrais en meilleur univers, pour une raison toute conne, c'est qu'il faut faire ses devoirs. Même en tant que maître de jeu, c'est un bordel. Il y a beaucoup trop de choses, c'est lourd. D'apprendre l'univers de RuneQuest, c'est ultra lourd, même pour le maître de jeu. Il y a vraiment beaucoup trop de choses. Alors pour les joueurs qui plongent moins dedans, c'est encore plus compliqué. Avec les 50 000 divinités qui existent, les relations qu'ont les divinités entre elles, les peuples, le jeu est lourd. Donc du coup, niveau univers que je préfère, bah, je partirai sur 7ème mer. 7ème mer parce que, donc pareil, tu as un univers avec des relations politiques, etc., entre la Odachi, la Montagne, la Persée, voilà. Plein d'univers, de lore. Mais ce lore se base notamment sur des clichés, des vrais clichés. Donc en fait, quand tu joues avec des joueurs, même s'ils connaissent pas le lore par cœur, ils connaissent au moins les clichés. Les clichés sur les Français, les clichés sur les Italiens, les clichés sur les Espagnols, les clichés sur les Allemands, sur les peuples norrois. Ils connaissent au moins ces clichés-là. Donc même s'ils connaissent pas le lore par cœur, ils connaissent au moins les clichés du monde réel sur ces peuples-là. Et comme le lore se base sur ces clichés-là à la base,
Bah, ce qui fait qu'on peut facilement rentrer même sans connaître le lore, alors que le lore est assez développé et assez riche. Mais juste en connaissant les clichés, on peut rentrer dans l'univers. Le jeu de rôle qui paye pas de mine, mais qui est cool, Tale of Equestria. Alors, il y a un nouveau jeu My Little Pony, je compte pas l'acheter parce que j'ai déjà celui-là, il est très très bien. Donc c'est c'est un jeu de rôle dans l'univers de My Little Pony. Et quand tu dis aux gens, on va faire du My Little Pony, souvent ils sont en mode, bah, c'est la série pour la gamine, la fiche de perso, c'est ce machin-là ultra simplifié avec juste 3 compétences, quelques avantages. C'est un jeu de rôle qui est vraiment fait pour les enfants et qui est très simple. Et à chaque fois que je propose à des joueurs, ils y vont un peu à reculons en mode ouais, non. Et une fois dans le jeu, ils se rendent compte que malgré sa simplicité, bah, le jeu permet pas mal de choses. Il est assez complet, il est très très sympa, très facile à prendre en main. Voilà, tu n'as que 3 compétences qui correspondent en gros à l'intelligence, à la force et au charisme. C'est tout, quelques talents, mais tu peux quand même faire du combat, tu peux quand même faire du tabletop avec My Little Pony, même si c'est pas forcément sa fonction première, tu peux faire du tabletop avec, et quand tu connais un peu l'univers de My Little Pony, donc par exemple moi je connais bien, pas par cœur la série, mais j'ai vu toute la série, etc., j'adore la série, ben tu peux leur faire découvrir que l'univers de My Little Pony, ça peut être plus intéressant que le cliché qu'ils peuvent en avoir. Et le jeu est vraiment très très bien. Tu as les 3 races principales, donc les poneys terrestres, ah, ça c'est une licorne. Les licornes, les poneys terrestres et les pégases. Avec l'extension, tu peux rajouter d'autres races. Quand ils commencent à se rendre compte qu'ils peuvent jouer un livre vivant, c'est très très drôle, ou une araignée. Voilà, c'est petit jeu qui, quand je le présente, souvent les gens sont en mode ah non, ça a pas l'air bien. Et une fois dedans, il fait putain, en fait, c'était trop bien. Voilà. Tales of Equestria, je le conseille. Je ne sais pas ce que vaut le nouveau My Little Pony. Je me suis pas renseigné, mais en tout cas, Tales of Equestria, très très bon jeu. Le jeu de rôle auquel tu pourrais jouer toute ta vie. Oui, encore, septième mer. Bah oui, parce que bah, j'aime le KPDP. Je suis un grand indécis dans la vie, hein. J'ai déjà expliqué plusieurs fois, je fais de l'escrime, notamment de l'escrime artistique. Et je suis notamment prof en escrime médiévale. Sauf que pour beaucoup de gens, j'ai le cliché du mec qui aime l'escrime médiévale et qui aime pas la rapière. Sauf qu'en fait, à la base, je suis rapiériste. Avant d'être spécialisé en escrime médiévale, mon arme principale, l'arme avec laquelle j'ai appris que je maîtrise le mieux, c'est la rapière. À la base, je suis rapiériste. Et j'ai toujours ce côté où j'adore le médiéval, j'adore la rapière, j'adore d'autres types d'armes, etc. Notamment, j'ai des élèves qui veulent apprendre avec moi le katana, mais moi, je veux bien apprendre le katana. J'adore, par exemple, je crois que c'est les guandao, je sais jamais prononcer, les guandao, les espèces de grandes hallebardes chinoises. J'ai trop bien ces armes-là. Même les cimetières, c'est stylé les cimetières, les arbres cosaques, c'est trop trop bien. Voilà, et ce que j'adore avec ce jeu de rôle-là, avec cette ère, c'est pour moi je pourrais jouer toute ma vie, c'est que vraiment, il y a tout ce que j'aime. Il y a de toutes les armes, toutes les époques mélangées dans un seul univers. Bon, il manque peut-être tout ce qui est les époques un peu antiques, genre les époques romaines, etc. Il n'y a pas ça, mais c'est pas grave, tu peux réussir à dire quand même que dans des ruines d'une ancienne civilisation, t'as retrouvé un glaive, une armure. Ah, voilà, c'est pour moi, ah, je pourrais y jouer toute ma vie parce que vraiment, dedans, il y a dans ce jeu de rôle-là tout ce que j'aime dans le KPDP. Et le KPDP, c'est une grosse partie de ma vie parce que je suis littéralement prof dans ce truc. Voilà. Donc, septième ère, je pourrais y jouer toute ma vie avec les extensions qui rajoutent les trucs asiatiques, les trucs d'Afrique. J'ai pas encore l'Afrique et les États-Unis, les Afriques et l'Amérique, je les ai pas encore. Mais qui rajoutent tous ces pays-là, toutes ces cultures. Mais, je peux y jouer toute ma vie, c'est clairement un de mes jeux préférés, quoi. Le jeu de rôle qui a changé ta vision du JDR, et ben on va revenir sur Blade in the Dark. Moi, voilà, comme ça je l'envoie, c'est une troisième fois. Donc on revient sur Blade in the Dark, avec du coup toujours ce système de cadran, etc. Où dans Blade in the Dark, il n'y a pas de stats pour les ennemis. Il y a les stats pour les joueurs, mais pour les PNJ, il n'y a pas de stats, il y a juste des cadrans. Et c'est le jeu de rôle qui m'a fait découvrir qu'en fait on n'est pas obligé, en tant que maître de jeu, de se casser les couilles. Ouais, les couilles, se casser le cul. On n'est pas obligé, en tant que maître de jeu, de se casser le cul à équilibrer des ennemis avec des compétences particulières. Non, il y a juste besoin des cadrans. Il y a juste besoin d'une idée de cadran. Il y a juste besoin de ça. Il n'y a pas besoin de se faire chier. On peut faire du jeu de rôle sans s'emmerder avec 50 millions de préparations. Et même sur des trucs genre D&D. Voilà, avec ce système de cadran qui est excellent, où des fois dans D&D, bah, tu as des personnages que tu mets en place et qui n'ont pas forcément de fiche de stats. Pas grave. Les cadrans,
Blade the Dark. Alors ensuite, on arrive dans une partie de la vidéo, donc là c'était les questions qu'il avait posées dans sa saison 1, que Serge avait posées dans sa saison 1, qui étaient plus orientées sur les jeux, les systèmes, etc. Là, on va partir plutôt sur les questions maintenant orientées sur les côtés anecdotes. Donc la première, c'est ton plus gros fou rire en jeu de rôle. Alors, mon plus gros fou rire en jeu de rôle, il est dans le jeu de rôle Dishonored. Bon, je vais le ressortir quand même, hein, comme ça fera une illustration en moins à mettre à l'écran. Donc pour moi, c'est dans le jeu de rôle Dishonored où j'étais maître de jeu, je faisais faire un one-shot à un groupe de potes, où pour pas me faire chier, je leur ai fait des pré-tirés, ils étaient tous des gardes de Dunwall. Ils sont appelés dans une espèce de hangar et ils rencontrent un massacre. Donc tout le scénario devait les emmener sur le fait qu'en fait ils enquêtaient sur une sorcière qu'ils devraient ensuite combattre. Mais ils arrivent sur un massacre où ils ne comprennent pas. Et à un moment, l'un de mes joueurs décide de faire un jet pour enquêter, pour regarder. Et je lui décris les plaies, notamment les têtes décapitées, les traces de griffes, des traces un peu étranges. Et là, mon joueur qui fait... Ouais. Ils ont été assassinés de façon anormale. Ce n'est pas fait par une arme conventionnelle, genre un couteau, c'est plutôt de la barbarie. Voilà, et là, j'ai un de mes joueurs qui chope la tête décapitée d'un des mecs, qui la tire comme ça, fait « Ah bon? On n'avait pas remarqué? Oh, t'as de bons yeux! C'est bien! Tu sais regarder! » Mais il te le sort avec un naturel, vraiment en mode C'est bien Nils! Bravo pour la dernière photo! » J'étais là, j'étais plié en deux. Je ne m'attendais pas à cette réaction. Parce que oui, du coup, la joueuse, elle décrit juste que les plaies ne sont pas normales, c'est pas des plaies d'une basse taille d'une baston de taverne. Et vraiment, le mec, il te sort la tête décapitée, fait « Ah bon, on n'avait pas compris !» C'était bien dans leur personnage, en plus, ça marchait bien. J'ai explosé de rire. Alors que finalement, c'est le mec qui a été décapité qui a pas compris qu'on parlait vraiment d'un meurtre paranormal, en fait. Même c'est pas du règlement de compte de gang qu'ils ont habitude, quoi. Voilà, j'ai énormément rigolé à ce passage-là. Ton meilleur moment d'émotion en jeu de rôle. Alors, c'était dans Donjons et Dragons. Je vais pas le ressortir parce que là, ça commence à être lourd. C'était dans Donjons et Dragons où j'étais toujours maître de jeu et ils arrivent dans une ville de la Côte de l'Épée, j'ai plus le nom de la ville, certains spécialistes de l'univers sauront la retrouver, où en fait dedans, il y a dans le lore une entité de feu qui est enfermée dans les profondeurs de la ville. Et j'ai décidé qu'en fait, ce serait un phénix. Et dans le groupe de joueurs, en fait, j'ai un personnage qui recherche une arme, qui était une chaîne, qui recherche cette arme-là, dans lequel est, qui est une chaîne qui était liée à son conjoint qui est décédé. Et en fait, il se trouve que des gens ont découvert cette chaîne, les propriétés magiques de cette chaîne, et s'en sont servis pour sceller ce phénix dans cette ville-là. Et mon personnage découvre cette information-là, retrouve les chaînes, et du coup, il ne peut pas les prendre parce qu'elles sont liées au phénix. Sauf que là, elle se rend compte que l'âme de son mari est encore dans les chaînes. Les chaînes possèdent une partie, un peu comme une gemme spirituelle dans Skyrim, une partie de l'âme de son mari. Et là, il y a le moment déchirant où mon joueur s'est posé la question de qu'est-ce que je fais? Parce que moi, mon but, c'est de, entre guillemets, retrouver le dernier souvenir qui reste de mon mari. Je l'ai devant moi, et là, je me rends compte qu'en fait, il y a encore l'âme de mon mari qui est enfermée dedans. Le problème, c'est que si je le récupère, je libère le phénix sur une ville entière, et potentiellement sur toute la côte de l'épée, et je provoque un énorme massacre. Qu'est-ce que je fais? Elle a libéré le phénix. Voilà. Donc c'était un moment très émouvant où j'ai vraiment eu ma joueuse qui était limite en larmes devant ce dilemme cornélien, quoi, sur qu'est-ce que je fais, quoi. C'est très très beau moment. Ensuite, ton moment le plus épique en jeu de rôle. Cette fois, c'est un des miens. J'étais pas maître de jeu, j'étais joueur. C'était sur Faust Commando, donc jeu de rôle où on est un moment envoyé dans une ville infernale. Et mon personnage, on revient sur l'histoire de chaîne. Au début du scénar, j'étais enchaîné dans un donjon. Je m'en suis libéré et je me suis dit, bah tiens, la chaîne qui est à mon poignet, ça peut servir d'arme, genre un fouet que je peux utiliser pour éclater les mecs en face. Donc tout le scénar, je me suis baladé avec cette chaîne. Et à un moment, on arrive dans un building, gros combat, il y a deux démons qui se tapent dessus, nous on est au milieu du combat, on sait pas quoi faire. Il y a des hélicocars, un hélico qui arrive qui commence à mitrailler dans le truc.
mais c'est un hélico ennemi, l'une des démons, c'est une des alliés qui combat le mec qu'on est censé abattre, etc. C'est un gros bordel. Mon personnage, il est corrompu jusqu'à la moelle. C'est vraiment... On pouvait plus rien faire. Vraiment, mon personnage était sur la corruption au max, on pouvait plus rien faire. Et je décide, en dernière action, de faire un sacrifice héroïque. Je saute du building, je chope avec ma chaîne à la main, je la lance tel un lasso à travers la vitre de l'hélico pour choper le manche de l'hélico. Avec la gravité, je tire sur le manche de l'hélico, ce qui du coup force l'hélico à avancer tout droit. L'hélico fonce dans l'immeuble, il explose les deux démons qui sont en train de se battre. De toute façon, la meuf, vous voulez la trahir dans tous les cas. Il explose les démons. Moi, c'est fini, je suis dans le vide maintenant. Je tombe du haut du bâtiment, du building, je m'éclate au sol, mais en ayant éclaté les démons avec mon lancer d'hélico. Alors là, le maître de jeu s'est un peu planté sur les dégâts, j'aurais dû prendre beaucoup plus de dégâts que ça, il me restait 1 PV. Normalement, j'aurais dû être mort. Il me restait 1 PV. Je me réveille, je marche sur la route, je vois une voiture se barrer. Mes potes dans la voiture en train d'être coursés par les démons. Je me retourne, je regarde la voiture, je leur fais un putain de salut militaire avant qu'ils m'écrasent, parce que là, ils pouvaient pas ralentir, ils allaient m'écraser. C'est moi qui ai demandé au joueur, au MJ, tu t'es trompé dans les dégâts, c'est pas grave, laisse-moi mourir comme ça pour dire c'est moins stylé la façon dont je meurs. Mais voilà, la mort de ce personnage-là, ça a été génial. Le personnage qui t'a marqué en jeu de rôle. Eh ben, on va rester sur Force Commando, on va rester sur la même campagne. J'ai plus le nom du personnage. C'était un PNJ qui avait joué le maître de jeu. Et en fait, ce PNJ, c'était un peu le PNJ-PJ du MJ. En fait, c'est vraiment le maître de jeu qui voulait plus être joueur que maître de jeu, et du coup, qui avait créé son personnage, et c'était une catastrophe. Voilà. Par exemple, en fait, c'est le personnage qui te foutait en l'air une situation. En fait, à chaque fois que tu lui donnais une mission à faire, il échouait systématiquement, il te provoquait des catastrophes, et derrière, au dernier moment, il se ramenait en mode Deus Ex Machina, il réglait les problèmes qu'il avait lui-même provoqués, et il nous regardait en mode heureusement que mon PNJ il était là pour vous sauver. Ouais, en fait, son PNJ il n'aurait pas été là, on n'aurait pas été dans la merde. Voilà, donc c'est un PNJ qui m'a marqué, qui nous a tous traumatisés à la table, parce que il nous a foutu dans la merde. Il y a un moment, il devait servir d'éclaireur dans un poste de garde, il a fait l'éclaireur, il a fait tout le tour en passant par l'entrée du poste de garde, en sonnant l'alerte, pour dire ouais c'est bon, la zone est clean. Ouais, sauf que là, tu as déclenché l'alarme en fait, donc en fait la zone elle est plus clean. Ou alors, à un moment, il est rentré dans un gang où on nous a dit surtout, vous ne tirez pas de coups de feu, ça va attirer des ghouls. Il tire un coup de feu. Du coup, ça a attiré les ghouls, et à la fin, il nous a lancé un sort pour tuer toutes les ghouls. Et il te demande heureusement que je vous ai sauvé. Il fait oui, mais sauf que si t'avais pas tiré de coup de feu, les ghouls, elles seraient pas arrivées. Connard. Et ce personnage-là, on a dégoûté le MJ, mais en fait, on a fini par pas le tuer, mais le laisser mourir. Où il y avait une invasion de zombies à un endroit. On devait coopérer pour sortir de la zone pleine de zombies, et c'était le dernier personnage du groupe à devoir sortir. Et il s'attendait à la scène héroïque où nos personnages mettent tout en œuvre pour sauver son personnage, et ça allait être épique, un bon moment de fraternité. On l'a regardé du haut du mur, on lui a fait un doigt et on s'est barré. Le MJ nous a fait la gueule. Le MJ nous a fait la gueule. Mais on n'aurait pas été de lui dire que son personnage n'était pas possible, que ça nous niquait les parties, et on a eu l'occasion de s'en débarrasser, on s'en est débarrassé. Donc à un moment que le MJ avait vu comme un beau moment de fraternité, et on lui a niqué, et on s'est débarrassé d'un PNJ qui nous cassait les couilles. Voilà, donc c'est un personnage qui m'a marqué, mais pas en bien. Ne faites pas des personnages PNJ-PJ, c'est pas une bonne idée. Ma plus grande déception en jeu de rôle. Alors, ça vient de Roll and Play. Du jeu de rôle Roll and Play, c'est pas de la faute du jeu, c'est de la faute de mon MJ, que je salue au passage. Hein. C'est pas un mauvais MJ, mais c'est un MJ débutant qui a encore pas mal de choses à apprendre. C'était une de ses premières parties. Donc il avait décidé de jouer sur un Roll and Play, donc un système très proche de Donjons et Dragons. On avait décidé, on avait créé des personnages, et franchement on était bien partis. On avait nos lores et tout, qui correspondaient bien du lore de personnages niveau 1, tout en étant assez intéressant. Donc moi par exemple je jouais un clerc qui avait son focalisateur gravé carrément, c'était une chaîne, j'adore les chaînes, j'ai un problème avec les chaînes, qui en fait, on lui avait carrément soudé son focalisateur à son bras sous forme d'une chaîne
fusionné avec son bras magiquement avec du feu, donc vraiment le truc de souffrance. Et mon MJ, à un moment, il dit par contre, je risque à un moment de te couper le bras pour te débarrasser de ton focalisateur. J'ai fait ah, vas-y, 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 ça peut faire un truc super intéressant. Donc, moi, je jouais à une espèce de un Drakeid. Donc voilà, donc j'avais fait tout le lore de mon personnage qui était plutôt intéressant. Tout le monde avait fait son lore très intéressant. On était vraiment chaud. Et la partie commence, le maître de jeu nous dit bah en fait vous êtes vous, genre Nathan, etc. Vous êtes vous, vous allez faire un jeu de rôle chez telle personne et vous êtes écrasé par un camion et vous vous réveillez dans la peau de votre personnage. Tout est mort. Voilà, tout est mort. C'était le moment où on était deux chauds, on a tous fait notre lore, on voulait tous vivre l'aventure de notre personnage et il nous a isécaïsé. Et en fait, ben, on s'est dit que tout le lore qu'on a créé, ben, on s'en fout parce que ben, finalement, on se joue nous dans le corps d'un personnage de fantasy. Et ben, ouais, ben, du coup, ben, tout notre lore est tombé à la poubelle, quoi. On a été un peu dégoûtés. Parce que bon, on a un MJ qui a deux. En fait, si le MJ nous avait prévenu qu'il comptait nous isécaïser, on aurait pris en compte le côté isékai. Mais il nous a pas prévenu. Donc nous, on a vraiment fait notre fiche avec notre lore, il nous l'a validé. Et derrière, il commence en mode ben, isekai, sauf que c'est pas la même façon d'écrire un personnage quand il est isékaïsé que quand il a vécu dans ce monde-là depuis des années. Donc c'était une grosse déception, j'étais pas dedans. J'ai pas... Pourtant, il était pas mauvais quand même, J, vraiment, sa façon de narrer, etc., de mettre en place l'événement, il était pas mauvais, on a passé quand même un très bon moment. Mais j'ai eu cette déception de ben, mon personnage que j'ai pris plaisir à créer, ben, finalement, je joue juste moi dans le corps d'André Keil. Ton pire échec critique. Oh, 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 oh. Innominé Satanis. Bon, Innominé Satanis, un jeu de rôle où on joue des anges ou des démons, ou des humains. Nous, on jouait des démons. Et le maître de jeu avait fait un moment avec deux joueurs, deux groupes de joueurs, ben, trois groupes. Non, il y avait trois groupes de joueurs. Les humains, les elfes, les humains, les anges et les démons. Nous, on jouait les démons. Et il nous a fait tous nous rencontrer dans un gros event. Clairement, c'était un peu l'event. Beaucoup de gens vont mourir. Hein. C'est un peu fin de campagne. Donc on a eu ce gros event très PVP, clairement, parce que les anges et les démons, ça part en PVP assez rapidement, où on devait à un moment se battre dans le cratère d'un volcan éteint. Sauf qu'à un moment, mais je décide de faire un truc stylé. De courir, sauter dans le vide, sortir mes flingues, et flinguer les anges qui étaient sur le côté avant de tomber au fond du cratère. Je me suis pris les pieds dans un caillou, je suis tombé la tête la première au fond du cratère. Je me réveille, sonné, je vois un pentacle autour de moi, au fond du cratère. Mon réflexe, je vais l'effacer. Sauf qu'en fait, en effaçant le pentacle, j'ai provoqué l'éruption du volcan. Donc la mission s'est transformée en se barrer. Se barrer très très loin. On a réussi à sortir du volcan in extremis. Il restait un ange à la fin. Donc jusqu'à présent, ça va. Mais c'est pas fini. Parce qu'en fait, on avait parmi nous un servant du démon de la justice qui ne peut pas mentir, et qui était en plus le chef d'équipe, qui doit faire le rapport de mission, à la fin de la mission. Sauf que on donne au mec qui doit faire le rapport de la mission le rôle, enfin, on donne le rôle de la personne qui va faire le rapport à un mec qui ne peut pas mentir. Mais sauf qu'en fait, il n'est pas au courant que c'est moi qui a provoqué l'éruption du volcan et ruiné la mission. Mais par contre, la mission s'est finie sur le joueur qui interprétait un servant du démon suprême du sexe, qui a décidé de profiter qu'il n'est plus qu'un seul ange pour le violer. Ouais. Ouais. Ah ouais, c'était ce genre de joueur. Sachant que les relations sexuelles entre anges et démons est hautement interdite. Et il l'a fait devant tout le groupe, dont le mec qui peut pas mentir, qui doit faire le rapport de mission. Donc en gros, donc dans le rapport de mission, personne n'est au courant que c'est moi qui ai fait foirer la mission sur un échec critique de merde, mais par contre ils sont tous au courant que y en a un qui a violé son serment de ne pas coucher avec un ange. Voilà. Cette anecdote me fera toujours rire. Ta meilleure réussite critique en jeu de rôle. Toujours, j'étais joueur sur le jeu de rôle Fallout. Donc mon personnage, c'était clairement Faye Valentine de Cowboy Bebop. Donc la nana un peu sexy, pas forcément idiote, pas forcément je voulais sortir mes boobs pour les montrer,
mais Lana qui va plutôt jouer sur ses charmes pour arriver à ses fins, qui n'est pas forcément adapté au combat. Ça fonctionne très bien dans un univers comme Fallout, où tu as beaucoup de côté survie. Le premier scénar, en plus, le MJ très correct me dit: je te vais ton personnage, par contre, je te préviens, le premier scénar, tu vas pas servir à grand chose parce que vous allez dans une zone déserte. Pas de problème. Tant que derrière tu me donnes des moments de roleplay, pas de problème. Il m'en donne. J'arrive sur ma première période de roleplay, donc tout se passe bien, etc. Et à un moment, dans la campagne, on croise la confrérie de l'acier. Donc les mecs qui sont en armure, en gros exosquelettes, j'ai encore tapé mon fois, les mecs qui sont en gros exosquelettes avec des grosses Gatling, des gros bazookas bien violents. Et c'est un de mes joueurs qui fait eh vas-y, on les attaque pour voler leur équipement. Alors, joueur qui connaît pas très très bien le lore de Fallout, je le connais un peu mieux, je suis pas un expert en Fallout, mais j'ai joué qu'au 4, mais je connais quand même un peu le lore et regardez, consommer du contenu autour de la série, et je compte un jour faire les autres. Moi, je suis parti en mode non, 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 la confrérie de l'acier, là, on est en tenue de cuir avec des pistolets à la con, des lance-clous, littéralement, quasiment. On va pas se confronter à la confrérie de l'acier. Ça va être un carnage, mais pas dans notre sens. Voilà. Mais, je suis joueur. Et t'as l'autre qui fait ouais, mais non, mais elle m'intéresse. Et à ce moment-là, je dis si, et je vais aller négocier avec la confrérie de l'acier. Et je commence à négocier de récupérer leurs armes. Le MJ, il fait non, Nathan, tu peux pas récupérer les armes de la confrérie de l'acier. Allez, si t'arrives à me négocier avec la confrérie de l'acier, difficulté 5. Dans le système 2D20, la difficulté 5, c'est la plus grosse difficulté du jeu. Je fais ok. Je fais bon, par contre, je claque mes points pour acheter des avantages. Je lance les dés. 5. Alors pour comprendre le système des 20, en fait, c'est tu dois faire en dessous d'un score pour avoir un point, qui rend une réussite, en dessous d'un certain score pour avoir une deuxième réussite, et globalement, sans acheter de trucs en plus, tu peux maximum aller jusqu'à 4. Tu peux pas naturellement atteindre 5 sans acheter d'avantages. Et déjà, atteindre 4, c'est super dur. 5, c'est vraiment la difficulté, ton MJ ne veut pas que tu y arrives. Mais il te laisse quand même une chance. Donc le MJ me l'a fait. J'ai réussi. Ah, mais alors là, c'était là autour de la table. Ma joueuse qui était contente, elle avait sa Gatling et tout, ultra efficace. Elle avait pas forcément les munitions pour la Gatling, mais elle avait la Gatling. Et le MJ qui se décomposait devant moi en mode mais il a réussi ce con. Moi qui étais en mode c'était mon moment. Mais c'était mon moment. Voilà. Très très bon souvenir. Alors du coup, c'est pas une réussite critique dans le sens Donjons et Dragons, parce que c'est un système de réussite par palier, mais fallait la faire. Ah, fallait la faire, cette réussite. Ce moment où tu étais à fond dans l'ambiance en jeu de rôle. Alors, ce moment où j'étais à fond dans l'ambiance, on va revenir sur ma petite elfe noire dans les Chroniques oubliées. Donc, en nouveau groupe, moi je garde mon personnage, qui est à ce moment-là niveau 2 ou 3, avec un groupe de niveau 1, l'écart est pas trop énorme, je suis le personnage le plus compétent, mais je suis pas non plus sur-cheaté. On fait un petit scénario pour initier un nouveau groupe avec mon personnage qui est dedans. Et le MJ dit le scénario devrait bien se passer. Il y a une seule truc à ne pas faire, une connerie à ne surtout pas faire parce que ça pourrait one-shot vos personnages. Il y a un blanc, il me regarde, il revoit ma fiche, il revoit le petit encart sur lequel il y a mon personnage, de l'irréel, et là il fait Nathan, il va la faire. Voilà, ça commence juste par ça. On commence la partie dans une ville en fait déserte. On essaye d'enquêter sur ce qui se passe dans cette ville déserte. Et on arrive dans une église où il y a des gens qui ont l'air d'être des cultistes. Et on a un cultiste au centre qui a l'air d'être le chef des cultistes. Qui fait son invocation et tout. Et alors là, mon personnage, mousquetaire, hein, je vois ça, pour moi, lui, c'est le boss. Et moi, mon personnage, l'Irel, veut être une héroïne de roman de KPDP, de roman d'aventure. Donc, pour être une héroïne, faut pas combattre les sbires, faut combattre le boss. Je sors mon mousquet, je mets en joue le boss, je lui tire dessus direct. Le boss qui me balance un rayon dans la gueule, un rayon désintégrateur dans la gueule, le machin qui était censé me one-shot. Je me planque derrière un banc, je commence ensuite à sauter sur les bancs de l'église, à courir dessus, à sauter sur le boss qui se téléporte ailleurs avant de me retourner sur les sbires et les buter. Vraiment, j'étais à fond, j'étais vraiment le héros de KPDP qui vraiment saute sur les tables à tel point que le maître de jeu, moi je disais, je cours sur les bancs d'église,
je saute au-dessus du mec, je sors ma dague, je lui plante dans les côtes, sans me retourner. Il me fait, ben là, je sais pas s'il doit te faire un jet de force, ou un jet dextérité, ou un jet d'athlétisme. Je sais pas quel jet dois-je te faire, parce que là, tu me fais des trucs combinés. Je fais, je m'en fous, tu me laisses faire ça. C'était génial. Et le MJ qui me dit, attends, il y avait un truc à ne pas faire, c'était attaquer le boss. Et tu l'as fait, t'as eu de la chance de survivre. Et je m'en fous, tu savais que j'allais le faire. C'est l'ennemi, c'est clairement marqué comme le boss. Même si le boss, il est trop level pour moi, mon perso, il est dans l'ambiance. C'est le boss, il faut le buter. Je m'en bats les couilles. Et après, il y a eu tout un moment où j'ai commencé à aller voir tous les aventuriers d'une taverne, d'une auberge, pour leur demander de me conter les aventures pendant que mes potes ils essayaient de dormir, ils en pouvaient plus. Parce que moi j'allais voir tous les aventuriers pour dire hey, vas-y, raconte-moi ton aventure, qu'est-ce que t'as fait, etc. Eux ils étaient avec leur oreiller sur la tête, et ta gueule. Chroniques oubliées, ce personnage de Lyrael, je l'adore, c'est mon perso préféré, je suis toujours à fond dedans. J'essaie toujours de le jouer un peu compliqué, un peu borderline sur ses comportements, mais sans niquer le plaisir des autres. C'est très très compliqué de jouer sur cette subtilité-là. Et ça demande aussi beaucoup de feedback par rapport aux autres joueurs pour leur demander est-ce que je vais trop loin, etc. pour vraiment mettre les limites. Mais bien joué, c'est un personnage plaisant pour tout le monde. Et c'est un personnage où mes joueurs se sont dit tout au long de la partie, ton personnage il est con. Et au bout d'un moment, en fait, ton personnage il est pas con. Ton personnage il est autiste. Je m'en suis même pas rendu compte, mais oui, mon personnage est complètement une autiste. Hein. Après coup, je me rends compte que oui, j'ai écrit une autiste, et visiblement, je la joue bien, l'autiste. Voilà, bref, très moment très plaisant. Ce moment what the fuck vécu en jeu de rôle. Alors, ce moment what the fuck, c'est assez récent, c'est sans doute le moment le plus récent de cette vidéo-là, c'était il y a 1 ou 2 mois. Je jouais, en tant que maître de jeu, une campagne de route, donc univers où on joue des animaux anthropomorphes, dans un monde médiéval, mais sans magie. Donc, je m'inspire beaucoup du manga Wolfmont, qui est un manga tiré de faits réels, mais avec une composante un peu fantastique. Une trahison à l'histoire, bref. Où, en fait, donc ce manga explique comment a été créée la Suisse, avec notamment le col au niveau de l'Italie. Et dans le manga, ils inventent une forteresse par un baron qui est impénétrable et c'est très compliqué de passer d'un côté à l'autre. C'est un manga où il y a des massacres en permanence, c'est très intéressant. Et je me dis, bah tiens, cette idée de forteresse qui coupe la map en deux, c'est assez intéressant. Du coup, je fais une map à couper en deux où je fais toute la situation géopolitique avec d'un côté une partie très très pauvre de ressources minières, etc. et la partie un peu plus riche, plus abondante en nourriture. Et tout doit passer par ce bastion pour aller d'un côté à l'autre de la map. Mais bastion dirigé par un tyran qui laisse crever une partie de la forêt, une partie de la map, pour faire prospérer l'autre, etc. Voilà, plein de situations politiques que je mets en place. Et clairement, ce bastion, c'est marqué dès le début du scénar pour être le point central de la campagne et le truc à abattre en fin de campagne. Donc je mets vraiment tout en place, mais pour le commencer, pour vraiment établir la menace, je fais commencer mes joueurs au pied de ce bastion. Donc eux, selon leur mission, ils peuvent réussir à traverser le bastion, et ils doivent réussir, en gros, à créer un peu des armées d'un côté ou de l'autre pour réussir à faire tomber ce bastion-là et régler la situation politique de la région. Donc ils commencent au pied de ce bastion, et à un moment, t'as un de mes joueurs qui fait, au milieu d'une taverne, ah ben moi je suis un terroriste, et je vais aller vers péter le bastion. Il dit ça dans une taverne devant plein de gardes. Donc le personnage se fait arrêter, envoyé en prison. Je suis quand même pas trop bâtard, je leur donne possibilité de réussir à le faire s'évader. Là, clairement, ça va être exécution du personnage. Donc, à un moment, je fais une scène où les personnages vont pour aller voir l'exécution de leur ami. Et à ce moment-là, leur ami arrive à blesser le bourreau, qui l'empêche de faire son travail de bourreau. Et à ce moment-là, le comte, le baron, là, il décide de faire jouer son gros sadisme et de prendre un des citoyens pour qu'il devienne le bourreau provisoire. Et qui bute ce manant. Donc ça, devant tout le monde, hein, pour donner l'exemple de « cherchez pas la merde ». Donc c'est l'occasion pour dire à mes joueurs « Hey, les gars, là, vous pouvez faire libérer votre pote ». Donc j'ai un de mes joueurs qui y va. Tout va bien,
Et je me dis, yes! En plus, c'est le joueur qui a les armes de G, les armes tranchantes de G, qui est plutôt habile. Et le supplice que devait subir mon autre joueuse, c'était le supplice du pal. Donc, attacher bras et jambes sur un rondin, on vient lui enfoncer un arbre dans le cul, on relève, et la gravité, elle fait le reste du travail. Et je me dis, bon là, elle a des cordes en chambre, t'as juste avancé tes coups. Je me dis, il a juste avancé ses couteaux de lancer, coupé les liens en chambre, en chambre, et les deux se barrent en courant. Là, c'est parfait, avec les deux autres derrière qui peuvent aider à l'évasion. Je me dis, c'est parfait. Là, on va avoir l'évasion épique. Mon joueur s'approche. Il regarde le baron. Et il lui fait... Et si on jouait à un jeu de cartes? Je sais pas, il s'est pris dans The Witcher, une petite partie de Gwyneth. Voilà, il a voulu jouer l'évasion de son ami à coup de jeu de cartes, avec le baron ultra sadique qui veut juste du sang. Alors comment te vous dire que ça s'est terminé sur deux de mes joueurs qui sont morts. Et qu'on a dû refaire un personnage. On était au tout début de la campagne, on était le scénar 1. Le scénar n'avait même pas encore commencé. Je suis désolé, là j'ai tout fait pour vous sauver, mais vous m'aidez pas les gars. Voilà, mais ce côté magnifique, où t'as le joueur qui se retrouve face au boss de la campagne et qui lui dit « On fait un jeu de cartes ?» J'étais là en tant qu'MJ, à me faire palmer de mon côté de l'écran, à pas savoir quoi dire. En mode « Bah non !» Alors, ce moment choquant vécu en jeu de rôle. Alors, étant très souvent maître de jeu, c'est plutôt moi qui vais choquer les gens plutôt que les gens qui vont me choquer. Donc j'ai pas trop de moments choquants. Par contre, j'ai réussi une fois, en tant que joueur, à un peu choquer les autres joueurs. Donc, on était sur Star Wars. En tant que j'étais joueur, cette fois, je jouais un Hutt pilote. Donc comment déjà vous dire que les joueurs, les Hutt dans Star Wars, c'est pas vraiment la race bien vue. Ils se méfiaient pas mal de moi. Mais j'étais un Hutt tout gentil. Et à un moment, on finit la mission. Donc c'est la mission un peu où notre groupe s'est créé. Et on a besoin d'un vaisseau. Le problème, c'est que je suis le seul qui a un vaisseau. Parce que je suis pilote. Donc on finit la mission, tout se passe bien. Je décide de mettre au service du groupe mon vaisseau et mes compétences de pilote. Et du coup, je les fais rentrer dans le vaisseau. Et à ce moment-là, il y a la scène où on rentre dans le vaisseau. Il y a le petit placard, hein, comme dans Star Wars 3, quand t'as Obi-Wan qui se cache dans le placard du vaisseau de Padmé. Il y a un petit placard comme ça. Je tape 2-3 coups dessus, et là, il y a un gamin de 10 ans qui sort du placard. Il y a un de mes joueurs qui était sensible à la force, qui remarque que ce gamin est sensible à la force, et qui se dit, mode, oh putain, merde. C'est bien ce qu'on pensait, c'est un Hutt, c'est un esclavagiste. Là, il est en train de réduire en esclavage un padawan de 10 ans. Donc on était période Empire. Donc en gros, mon joueur qui a été choqué que mon perso, mon Hutt, est un esclave de 10 ans sensible à la force, et qui a commencé à partir dans des plans en mode on va réussir à libérer ce padawan de l'emprise, de ce Hutt maléfique. Mais vraiment, j'ai vu son visage à ce moment-là se décomposer, de découvrir ça. Alors, le plot twist, on n'a malheureusement pas continué la campagne, il n'est pas arrivé jusqu'à ce plot twist-là. C'est que mon Hutt, c'est pas un méchant esclavagiste. Officiellement, oui, ce Padawan, c'était l'esclave de mon personnage, mais il faisait ça pour le protéger de l'Empire. C'est une couverture. C'était mon protégé, pas mon soumis. Voilà. Donc, on n'est pas arrivé jusque-là, mais je me rappellerai toujours de ce moment-là où les autres joueurs découvrent que mon personnage a un esclave de 10 ans. Et ils sont en mode what the fuck. Voilà, c'est très bon moment. J'adorerais continuer ce jeu de rôle-là. Malheureusement, le MJ a été, comme j'expliquais sur Star Wars, s'est noyé dans le système et a laissé tomber parce que le système est trop compliqué pour lui, alors que non, le système n'est pas compliqué. Je pense qu'un jour, j'aimerais bien un jour continuer cette campagne. Voilà. Donc c'était, mine de rien, je suis déjà à 1h30 de tournage. C'était cette vidéo où on parle un peu d'anecdotes de jeux de rôle, en reprenant les questions que le scénarogien avait posées à ses invités. J'essaierai de faire d'autres trucs en lien avec le jeu de rôle. J'aimerais bien un jour éventuellement faire de l'actual play,
mais pas en distanciel parce qu'on est beaucoup, dans mon cadre, mon groupe, de potes, à ne pas aimer le distanciel, à ne pas réussir à être investi dans une histoire quand c'est en distanciel. J'ai maintenant chez moi une place, euh, toute une zone avec une table et tout, mon bureau où on peut faire ça. Il faut juste qu'on arrive encore à gérer la côté technique de tout ce qui est les micros, les caméras, etc. Euh, mais voilà, peut-être qu'un jour on fera de l'actualité sur cette chaîne-là. En tout cas, je trouverai un moyen de parler de jeux de rôle à l'occasion, parce que c'est un des plaisirs que j'aime le plus. Donc sur ce, ben, je vais retourner bosser sur d'autres vidéos, notamment la vidéo Berserk. Elle avance, je vous rassure. Et sur ce, à plus.